dans un niveau qui est supérieur à ce qu'on appelle la saturation. Il faut que je vous explique ce que ça veut dire, ça, cette saturation. Tout simplement, ça veut tout simplement dire, l'aragonite et la calcite, c'est une forme de carbonate de calcium, hein, du calcaire. C'est deux formes cristallines différentes du calcaire. Lorsque l'eau de mer a une saturation qui descend en dessous de cette ligne pointillée, le calcaire se dissout. En fait, non seulement les organismes vont avoir du mal à calcifier, leur squelette va se dissoudre, et vous allez voir des exemples tout à l'heure, du fait de cette faible concentration en carbonate. Et la même chose pour la calcite. Mais vous voyez que dans les océans tropicaux, on sera toujours très au-dessus de ces deux valeurs de saturation. Et vous voyez que dans les zones polaires, on part de très bas, déjà, on était à peu près à 100 lorsque le CO2 atmosphérique était à 280. Et vous voyez que dans l'océan Arctique notamment, on a aujourd'hui, pendant à peu près un mois de l'année, selon les régions de l'océan Arctique, l'eau qui est corrosive vis-à-vis du carbonate de calcium. Et on estime que d'ici 2050, la moitié de la surface de l'océan Arctique sera corrosive vis-à-vis du carbonate de calcium, et la totalité de l'océan Arctique en surface sera corrosive vis-à-vis du calcaire en 2100. Donc on parle vraiment de bouleversements majeurs de la chimie des carbonates, avec des implications, bien sûr, on va le voir tout à l'heure, sur les organismes. Et alors dans le passé, donc on a vu des graphiques ce matin du passé, là c'est l'échelle inversée, là ici on est à 800 000 ans et on va vers le présent. Dans le passé, ici c'est en bleu, c'est le CO2, André en a parlé longuement ce matin, qui était toujours contraint entre 200 et 280 ppm en volume. Et ici en rouge, c'est le pH. Et donc vous voyez que le pH, entre les périodes glaciaires et interglaciaires, a changé à peu près de 0,1 à 0,2 unités selon les océans. Mais vous voyez que toutes les valeurs rouges là sont encadrées par ces deux traits pointillés rouges. Et voici ce qu'on attend donc pour le futur. On aura d'autres graphiques tout à l'heure. Voilà où on est en 1900 et voilà où on croit qu'on sera en 2100. Là encore, la grande nouveauté, c'est cette très très forte diminution, et cette diminution qui est extrêmement rapide. Et donc là, je n'ai pas été très très loin dans le passé, mais on estime que c'est ce qui nous attend, là, c'est le plus important changement de l'acidité de l'eau de mer depuis 55 millions d'années, depuis la frontière entre le Paléocène et l'Éocène. Et peut-être le plus rapide depuis 300 millions d'années. Donc ça va très vite. Alors, on m'a dit de gagner du temps, donc j'essaie de gagner un petit peu de temps. Alors maintenant, je vais essayer de vous dire... donc l'IPCC a fait dans ce rapport du groupe 2, qui est apparaître, hein, il va apparaître, je pense, les semaines à venir, là. On a fait une synthèse sur l'acidification, mais là, je ne vais pas me baser sur ce rapport IPCC, je vais me baser sur un Summary for Policymakers qu'on a fait l'an dernier, à l'initiative du Programme international Géosphère, Biosphère et IOC UNESCO. Et on a essayé de regarder, on a des affirmations sur lesquelles on a essayé d'attribuer des niveaux de confiance. Et alors vous allez voir dans les diapositives suivantes, un V qui veut dire very high, ça veut dire qu'on est absolument, quasiment certain que ça va se passer. High, M, medium et L, low. Vous allez comprendre. Donc si on regarde les variables chimiques, vous voyez déjà qu'on est tous very high, on est quasi certain que la capacité des océans de jouer un rôle de puits de carbone va diminuer dans le futur, c'est-à-dire que le service que nous rendent les océans aujourd'hui, en absorbant ce CO2, c'est un service qui va diminuer dans le futur en raison de l'acidification et aussi du fait que les eaux se réchauffent. On est aussi presque certain que l'acidification s'est causée par les émissions de CO2 en très très grande majorité, et que l'héritage du phénomène actuel, on va le sentir pendant plusieurs centaines d'années. Et notre collègue Fortunatios de l'Université de Berne a regardé un petit peu ça. Ici, on a les différents scénarios concernant le CO2 dans l'atmosphère. Alors des scénarios optimistes qui veulent... Alors l'échelle n'est pas indiquée ici, mais c'est la même que là. Donc ça, on part de l'année 1900 à l'année 2500. Et vous voyez bon, ces différents scénarios. Et vous voyez que même dans le scénario le plus optimiste, qui est le scénario bleu ici, en 2500, on n'aura pas retrouvé le pH
qu'on avait durant la période pré-industrielle. Donc, ce qu'on est en train de faire dans l'océan, c'est quelque chose qui va rester pendant longtemps. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que quand même, il y a une différence très importante entre les différents scénarios, là. C'est-à-dire que, vous voyez que le scénario le plus optimiste, on a un pH qui après avoir diminué, rebondit un petit peu pour se stabiliser, mais que si on ne fait rien, le scénario qui est ici le plus pessimiste, avec près de 1000 ppm de CO2 dans l'atmosphère, on va arriver à des valeurs de pH qui vont être très faibles, 7,7, alors qu'on est aujourd'hui aux alentours de 8,05. Alors on continue sur le volet chimique, hein. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, on est très confiant que l'acidification c'est un phénomène en cours, hein, puisqu'on arrive à le mesurer, et qu'on sait aussi de manière absolument certaine que réduire les émissions de CO2 va diminuer cette progression de l'acidification. On voit ici les deux scénarios considérés par le GIEC, hein, c'est un scénario optimiste et un scénario plus pessimiste. On voit qu'il y a une très très grande différence dans le pH de l'océan avec ces scénarios. Donc tout n'est pas perdu, on peut quand même limiter ce phénomène. Donc maintenant, quelles sont les conséquences biologiques sur les organismes et les écosystèmes? Donc comment on étudie ça? On fait des études qui sont soit au laboratoire, c'est des expériences qu'on a faites au Spitzberg en 2009, donc les organismes ont été récoltés par des plongeurs qu'on appelait nos héros, parce que c'est une condition plus difficile. Et donc au laboratoire, on soumet artificiellement ces organismes à différents niveaux de pH attendus pour les prochaines décennies. L'année suivante, en 2009, c'était les espèces benthiques qu'on a étudiées. L'année suivante, c'est les espèces planctoniques, avec ces sortes de tubes à essai géants qui sont hauts, hein, 18 mètres de haut, c'est une sorte de grands sacs plastiques fermés en bas, dans lesquels on manipule le pH, et pendant plusieurs semaines, on suit qu'est-ce qu'il advient des organismes qui sont piégés dans ces sortes de tubes à essai de 55 ml. Et notre moyen d'étudier ça, c'est ce qu'on fait ici à Villefranche-sur-Mer, la station marine où je travaille. On a des systèmes qui nous permettent de manipuler le pH in situ sur des longues périodes de temps, dans des sortes de chambres benthiques. Ici, on voit la posidonie, et on soumet ces posidonies à différents niveaux de CO2 pendant plusieurs mois, et on regarde ce qui se passe. Alors cette réponse biologique, et là vous voyez, on n'est plus dans les V, le niveau de confiance a diminué d'un cran. On est relativement confiant que les communautés de coraux profonds sont en danger et pourraient pas être maintenues. On sait aussi, alors il y a des points positifs, il n'y a pas que des points négatifs, que les plantes marines, les phanérogames marines ainsi que les algues, beaucoup d'entre elles bénéficient de cet excès de CO2 parce que leur photosynthèse est limitée par la concentration en CO2 dans l'eau de mer normale, et donc cet excès de CO2 stimule leur photosynthèse. On est aussi assez sûr que la combinaison de l'acidification et du réchauffement, c'est une recette qui est la réponse des organismes est renforcée quand on manipule ces deux paramètres en même temps. L'addition du stress, de l'acidification plus du réchauffement est négative. Les mollusques sont parmi les organismes marins qui semblent les plus sensibles à cette acidification. Les récifs coralliens également. Et on pense que d'ici quelques décennies, la fabrication des récifs coralliens, la calcification, c'est la fabrication de calcaire par les coraux, les algues, etc., va devenir inférieure à la dissolution de ce calcaire. Et donc la balance du carbonate de calcium va devenir négative d'ici quelques décennies. Alors ça dépend des régions, bien sûr. Mais ça, c'est pas une bonne nouvelle, évidemment, pour les récifs, qui jouent un rôle extrêmement important de protection des rivages, par exemple. Les impacts sur la biodiversité sont mal contraints, mais quand même, on a des... Ah oui, je reviens un petit peu en arrière. Là, ça, c'est les mollusques. Hein, donc, on a fait des manips sur les moules. Et ici, on voit, donc, en fonction des différents scénarios, et en fonction du CO2, ici, la calcification, la fabrication de calcaire par les moules Mutilus edulis, ça c'est notre Galoprovesalis, c'est la nôtre, qui est ici. Et donc on voit que, au fur et à mesure que le CO2 augmente, la calcification, la fabrication de la coquille diminue et devient même négative lorsque le CO2 atteint 1100 ppm.
Donc là, non seulement la coquille ne se fabrique pas, mais la coquille qui avait été précédemment fabriquée se dissout. Les huîtres sont beaucoup moins sensibles à ce phénomène. La calcification diminue, mais significativement moins, et même à des niveaux de CO2 relativement élevés, de 1200-1300, elles ne se dissolvent pas. Et alors, maintenant, la biodiversité. Vous voyez la biodiversité ici, on a un site extraordinaire en Méditerranée. C'est le site de l'île d'Ischia, une île qui est à côté de Naples, et qui a des sources de CO2, ce qui est lié à l'activité volcanique du Vésuve. Et donc, on voit ici, vous voyez ici des bulles de CO2 qui viennent du fond. Et donc, on a un milieu qui est naturellement acidifié. Et on se rend compte que la biodiversité, au fur et à mesure que le pH diminue, ici la réduction du pH en unité, ici, on voit que la biodiversité diminue aussi d'environ 30% au pH attendu pour 2100. Donc, on sait qu'il va y avoir un effet sur la biodiversité, même s'il est mal contraint. Et il faut souligner qu'à Ischia, il n'y a que l'acidification qui est en jeu. On n'a pas le phénomène du réchauffement. Donc on peut s'attendre dans le futur à un impact plus grand que l'acidification prise seule. Donc voilà, je vais passer pour gagner un peu de temps. Alors, toujours sur la réponse biologique, maintenant on descend encore d'un cran, c'est-à-dire qu'on est moyennement confiant sur ces affirmations, que l'acidification va affecter beaucoup d'organismes. Pourquoi on a mis un M? Parce qu'il y a certains organismes qui semblent résistants, et on ne sait pas pourquoi. La plupart des coraux, des mollusques, semblent sensibles à cette acidification, mais pas tous. Et donc là, il y a un champ de recherche extrêmement intéressant, savoir pourquoi certains sont parvenus à développer des mécanismes qui leur permettent d'éviter ça. Les théropodes